Bonsoir. Merci d'être parmi nous ce soir à cette séance des Jeudis de Lima, aussi nombreux pour un 2 mai, parce que quand j'avais programmé cette séance, d'abord, je n'avais pas inscrit de panel, et puis c'était vraiment une aventure, mais on est content de vous recevoir donc ce soir à cette rencontre qui, de par son intitulé, nous met en pleine actualité, puisque un peu partout, dans des pays du Maghreb, il y a des événements, il y a l'histoire qui bouge. Et puis, ce qui m'a motivé au départ, c'était le déplacement de François Hollande en Algérie, puis par la suite au Maroc. Et puis, il y a une visite qui est programmée en Tunisie, en principe fin mai, mais il me semble qu'elle va être reportée pour début juin. Voilà. Et entre-temps, il y a eu pas mal d'événements récemment en Libye, en Tunisie. Et donc, c'est l'occasion de recevoir un panel prestigieux de journalistes, de chercheurs qui ont répondu présent donc, à mon invitation. Je les remercie vivement. Et évidemment, je remercie Youssef, qui est journaliste à Jeune Afrique, Benjamin Storar, qui est un habitué donc, de l'Institut, Khadija Mohsen Finan. Je remercie Mostafa Tossa d'avoir accepté de modérer cette séance. Et puis Jean-Yves Moisseran, qui est donc le directeur des Mashrek Maghreb, et Naji aussi, qui est un spécialiste de l'Algérie. Voilà, sans plus tarder, je vais passer le micro à Mostafa Tossar, et je vous rappelle que la semaine prochaine, on va faire évidemment le pont, parce que ça tombe jeudi 9, et par la suite, on va reprendre avec le cycle dédié à Saadallah Ounous, qui était un homme de théâtre important dans le répertoire du théâtre arabe, et c'est en collaboration avec la Comédie Française, puisque c'est le premier dramaturge dont le répertoire a été inscrit à la Comédie Française, et évidemment en partenariat également avec Actes Sud, qui a publié ou qui a réédité sa pièce de théâtre. Voilà, merci beaucoup, et je passe la parole à Mostafa. Merci Maté Kabbal, et je te félicite pour le choix de cette thématique. Elle est d'une pertinence incontestable, notamment en ce qui concerne les événements qui se déroulent dans cette région du Maghreb et le positionnement de la France. Bien sûr, la politique, y a-t-il une politique maghrébine de la France? Rien qu'en posant la question, on ouvre la boîte de Pandore. La politique, est-ce que je disais avant d'arriver sur ce plateau à nos invités, est-ce que la politique française à l'égard du Maroc, la politique française à l'égard de l'Algérie, à l'égard de la Tunisie et de la Libye, est-ce que la somme de ces politiques-là font une politique française à l'égard du Maghreb? Ça, c'est la première question. Et est-ce que l'absence de Maghreb en tant que bloc uni ne rend pas-t-il caduque la moindre conception d'une quelconque politique maghrébine de la France? Alors cette thématique, elle est d'une extrême actualité aujourd'hui, puisque François Hollande entame et a entamé sa tournée dans les pays du Maghreb. On se rappelle tous toute la dramaturgie qui avait entouré sa visite en Algérie. Pourquoi a-t-il choisi l'Algérie plutôt que le Maroc? On se rappelle tous aussi sa visite au Maroc et tout le protocole politique et symbolique qu'il a entouré pour bien marquer l'importance de cette relation. On se rappelle surtout toutes les attentes que François Hollande suscite par rapport à sa visite en Tunisie. On l'avait programmée à une date et puis elle a été reportée. Donc ça veut dire que le déplacement de François Hollande est quelque chose d'assez important et d'assez symbolique pour ne pas le programmer à la légère. Donc il y a quelque chose qui est en train de se passer. La Tunisie, qui est un des pays du monde arabe qui a vécu et qui est en train de vivre les conséquences du printemps arabe.
Donc toute cette actualité nous invite tous à réfléchir à haute voix sur, justement, y a-t-il une politique française à l'égard du Maghreb? Et la simplicité et fermer le débat aurait pu nous conduire à dire non, il n'y en a pas. Mais l'analyse, l'histoire, la prospection et tout ça nous oblige aussi à réfléchir pourquoi une absence de politique française à l'égard du Maghreb et comment elle peut se construire, cette politique, bien sûr, avec une région qui est en plein mouvement. Cette région est en train de bouger, cette région du Maghreb est en train de bouger, elle va automatiquement imposer à la France, pour ne pas citer à l'Europe, mais la France, de rectifier, de reconfigurer sa politique et sa vision à l'égard de cette région. Donc, alors, pour justement débattre de cette thématique et soulever les questions qui peuvent nous intéresser et qui peuvent nous aider à comprendre ce qui se passe maintenant dans ce rapport entre les deux rives de la Méditerranée, il faut rappeler que la relation avec le Maghreb a été au centre du mandat de Nicolas Sarkozy. Il a essayé de la faire passer dans le cadre de ce qu'il a appelé l'Union pour la Méditerranée, mais pour les raisons que vous connaissez, les raisons politiques objectives que vous connaissez, cette structure n'a pas pu vivre comme elle le fallait. Elle a été paralysée par les crises régionales internes et donc cette politique n'a pas été à la hauteur de ce qui a été suscité comme attente. Vient François Hollande, le socialiste. Que peut-il apporter? Quelle est la plus-value qu'un socialiste peut apporter à cette région? Alors, juste une petite question pour vous dire l'intérêt d'une telle thématique en ce moment. Beaucoup de gens au Maroc et au Maghreb en général pensent que François Hollande pourrait exploiter ses excellentes relations avec l'Algérie, entre guillemets, pour pouvoir éventuellement effectuer une médiation entre le Maroc et l'Algérie. Vous savez, la relation maroco-algérienne est celle qui paralyse le plus l'Union du Maghreb arabe et celle qui rend encore plus confuse la relation entre les deux rives de la Méditerranée. Donc, on attend François Hollande sur ce terrain-là. On aura tout à l'heure un début de réponse avec nos spécialistes que je vais vous présenter aujourd'hui. Je suis très content d'animer ce débat et de le présenter avec... D'abord, je présente une invitée, courtoisie oblige, femme, Madame Khadija Mohsen Finan, qui est politologue, chercheur associé à l'ERIS. Alors, Madame Finan a cette qualité assez rare et récente. Elle est en train de devenir une des analystes les plus percutantes de cette région. Maintenant, elle a été depuis un certain temps, mais maintenant, ces analyses sont encore plus percutantes. Donc, je tiens à le souligner maintenant et je la lis régulièrement, je la suis régulièrement. Plus le temps passe, plus son analyse est aiguisée. Monsieur Benjamin Stora, je ne vous le présente plus. Elle est sur tous les plateaux et sur tous les documentaires de la relation franco-maghrébine, un spécialiste incontournable, une voix qui compte dans ce milieu-là, un universitaire reconnu et un historien sans équivalent en la matière. Donc, Monsieur Benjamin Stora, je ne vous le présente plus et il est vraiment... ça serait même lui manquer de respect que de le présenter. Alors je vous présente Monsieur Jean-Yves Amadroua, Jean-Yves Moissoran. Alors lui, il est universitaire, mais ce qui est intéressant chez lui, c'est qu'il est rédacteur en chef d'une revue qui a marqué son temps et qui continue à nourrir la réflexion des thèmes que nous sommes en train de vivre. C'est Maghreb Mashriq. Et en ce sens, cette revue-là a apporté beaucoup dans l'analyse, dans le décryptage entre guillemets de la relation Maghreb France pour faire simple, entre les deux rives de la Méditerranée. Et puis il y a aussi notre journaliste, un jeune journaliste qui monte, qui s'appelle Youssef Aït-Khadim, qui était journaliste au Maroc et qui vient de commencer une aventure avec Jeune Afrique, et il s'est spécialisé assez rapidement dans cette région. Donc c'est une jeune plume
qui est en train de se faire remarquer dans cette galaxie de spécialistes, entre guillemets, du Maghreb. Donc nous souhaitons un bon succès pour son parcours. Et je termine avec M. Nadji Safir, qui est sociologue, spécialiste de l'Algérie. Personnellement, je ne le connaissais pas avant, je le reconnais, mais je suis très content de faire sa connaissance aujourd'hui, et je suis sûr qu'il va nous éclairer un petit peu par ses lectures et son analyse sur notre thématique aujourd'hui. Alors, ce que je vais demander aux invités, c'est d'être, pour pouvoir effectuer un échange entre vous et nous ici, c'est de leur demander d'être le plus court possible dans leur réflexion, d'autant plus que voilà, le débat s'y prête. Alors je demanderai tout d'abord à M. Benjamin Stora, l'histoire nous impose ça, pourquoi, d'abord, à son avis, y a-t-il une politique française à l'égard du Maghreb ? Et dans le cas où il n'y a pas de politique, quels sont les obstacles qui l'ont empêché de naître, cette politique ? Oui, bonsoir. Vous m'entendez bien, ça va, pas de problème. Comme le président de séance vient de l'indiquer à l'instant, la question elle-même est problématique. C'est-à-dire poser la question de cette manière, politique de la France au Maghreb, faut-il encore définir s'il y a une unité politique du Maghreb pour pouvoir définir la problématique d'une politique homogène française en direction du Maghreb. Or, c'est déjà un premier grand problème de méthode, puisqu'il semble que les relations que la France entretient avec le Maghreb sont surtout des relations bilatérales, d'État à État, avec l'Algérie, comme ça a été dit, avec le Maroc, avec la Tunisie. N'oublions pas la Libye et la Mauritanie, bien entendu, dans le Grand Maghreb. Donc, il faut, à mon sens, sur le plan historique, partir de là, c'est-à-dire le fait que dans l'histoire récente du XXe siècle, il y a eu incontestablement un grand rêve qui était celui de l'unité du Maghreb, porté par les mouvements nationalistes, tout au long du XXe siècle jusqu'à la décolonisation, l'étoile nord-africaine, bien sûr, le Néo-Destour en Tunisie, l'Istiklal au Maroc, qui se sont réunis à la conférence de Tanger, par exemple, avec le FLN algérien en 1958, pour poser les bases de cette unité maghrébine pour faire pièce ou face à l'Europe et à la France en particulier, par la construction d'un espace politique et économique capable de bâtir un ensemble régional suffisamment fort face à une Europe très puissante, bien entendu, et face à la concurrence aussi économique et politique. Or, 5 ans seulement après la conférence de Tanger de 1958, il y a la guerre des Sables, en 1963. 5 ans après la conférence de Tanger, c'est pas beaucoup quand même. C'est-à-dire qu'en l'espace seulement de quelques années, et sitôt l'indépendance ou les indépendances arrivaient à leur terme, 56 pour le Maroc, la Tunisie, bien sûr, 62 pour l'Algérie, eh bien, très vite, l'unité politique du Maghreb est devenue problématique. C'est une unité problématique qui nous oblige à réfléchir sur la définition d'une politique française, non pas en direction d'une zone homogène, d'un ensemble régional homogène, mais en direction d'États, et donc des relations et des rapports politiques d'État à État. On sait en particulier ensuite que ces relations d'État à État se sont dégradées pour ce qui concerne notamment le couple moteur du Maghreb, c'est-à-dire l'Algérie et le Maroc, qui sont, à mon sens, vraiment le couple principal sur lequel pèse la construction politique de cet ensemble, avec, bien sûr, la question du Sahara occidental en particulier, dans les années 70, tout au long des années 80, et malgré la tentative de création de l'Union du Maghreb arabe en 1989, on se rappelle de cet espoir de 1989, quelques années plus tard, là aussi 5 ans plus tard, en 1994, les frontières étaient fermées entre l'Algérie et le Maroc. Et elles ne sont, à ce jour, malgré les bruits, malgré les rumeurs, malgré les déclarations, elles sont toujours pas ouvertes, ces frontières, officiellement bien sûr, entre l'Algérie et le Maroc, ce qui quand même, naturellement, paralyse la définition d'une politique commune à l'échelle de l'ensemble du Maghreb, donc qui pose, à mon sens, et qui place le Maghreb en situation de faiblesse par rapport à un ensemble européen cohérent, et y compris, disons-le aussi franchement, par rapport à la France, qui peut-être préfère discuter et avoir une relation bilatérale
d'État à État, plutôt que de discuter avec, disons, une sorte d'unité, d'union politique qui regroupe quand même près de 100 millions de personnes de l'autre côté de la Méditerranée, ce qui n'est pas négligeable, bien entendu. Donc, la première grande question qu'on peut se poser, bien sûr, sur le plan à la fois historique, enfin dans la temporalité longue, celle de la longue durée, c'est celle de rapports et de définitions qui sont celles d'un État, la France, par rapport à d'autres États, mais qui sont opposés les uns par rapport aux autres, avec des positions et des politiques différenciées. Une position et une politique différentes, à mon sens, à l'égard de l'Algérie, une position et une politique différentes à l'égard du Maroc, et une position et une politique différentes à l'égard de la Tunisie, en rapport, bien sûr, avec la nature des États qui existent, la nature des liens à la fois culturels, historiques et économiques, qui sont peut-être plus importants pour ce qui concerne le Maroc que pour le reste du Maghreb, encore que les choses se rééquilibrent maintenant progressivement. Alors, ce qui, à mon sens, pour ouvrir le débat, parce que moi je suis là, dans le fond, que pour faire cette sorte de petit rapport introductif d'ouverture, mais ce qui oblige la France à avoir peut-être la définition d'une politique maghrébine, à mon sens, c'est plusieurs facteurs. Le premier, d'abord, c'est le fait que le Maghreb est une région culturellement où l'on parle français. Et la question de la langue française et donc de la diffusion culturelle française est très importante et oblige la France et la place dans une responsabilité particulière pour l'Europe. C'est-à-dire que lorsqu'on parle en Europe du Maghreb, de cette zone particulière, c'est à la France et vers la France que l'on se tourne en priorité, bien entendu. Je pense en particulier à des États extrêmement importants en Europe comme l'Allemagne ou comme d'autres, qui lorsqu'on examine, qu'on parle politique sur la question du Maghreb, obligatoirement c'est vers la position française que l'on se tourne pour avoir un éclaircissement, une position homogène ou une prise tout simplement de position politique sur des moments conjoncturels. Or, on le doit essentiellement à l'histoire, à la culture, à la langue et à l'effraction coloniale. Qu'on le veuille ou non, c'est cette histoire-là qui place la France, disons, en responsabilité particulière. Mais il y a un autre aspect aussi qui est très important et qui place la France en situation de responsabilité particulière sur le Maghreb au sens large, c'est la question de l'immigration et de la diaspora maghrébine en France, qui est la plus importante en Europe, avec au bas mot 3 millions de Maghrébins, je dis bien au bas mot, de Maghrébins qui vivent en France, pour les 3 principaux pays concernés, c'est-à-dire Maroc, Algérie, Tunisie, 3 millions de personnes qui vivent en France et qui sont directement originaires du Maghreb. Je ne parle pas là, bien sûr, de ceux qui sont originaires du Maghreb et qui sont français, je parle de ceux qui sont maghrébins, tout simplement. Et si vous additionnez les 3 pays, vous arrivez à 3 millions de personnes qui vivent en France. Donc, si vous additionnez, bien sûr, les gens qui sont originaires du Maghreb et qui ont acquis la nationalité française, on peut facilement monter 3, 4, 5 millions de personnes qui sont directement en prise avec le Maghreb, son histoire, son économie, sa culture, etc., etc. C'est une responsabilité, à mon sens, très importante qu'a la France pour définir ou tenter de définir, disons, une position politique commune. Alors, pour conclure, pour ne pas être trop long, je dirais que si on veut essayer de réfléchir à la définition d'une politique française en direction du Maghreb, la difficulté, elle vient aussi du fait qu'il y a plusieurs niveaux de pratique politique. Plusieurs niveaux de pratique politique. Il y a la pratique qu'on pourrait qualifier, disons, d'économique, où naturellement vous avez, et là les grandes entreprises françaises n'ont pas besoin de la politique pour exister, on pourrait dire cela, puisque vous avez près de 800 entreprises françaises au Maroc, près de 500 entreprises françaises en Algérie, etc. Donc il y a cette sorte de partenariat qui s'est installé dans la durée maintenant depuis 30 ans ou 40 ans, avec une très forte circulation économique entre les 2 rives de la Méditerranée. Et puis il y a le niveau de la coopération ou du lien, disons, culturel, j'ai parlé de la langue tout à l'heure, et qui touche plus fondamentalement les sociétés civiles et qui touche au problème de la circulation d'une rive à l'autre de la Méditerranée, notamment pour ce qui concerne les étudiants et l'intelligentsia. Ça, c'est une discussion extrêmement importante et c'est un niveau aussi de définition d'une politique migratoire de la France en direction de l'ensemble du Maghreb. Et là, pas simplement dans un rapport, disons, d'État à État. Et puis enfin, il y a un autre niveau de responsabilité et de définition politique qui est celui de la diplomatie. C'est-à-dire de la diplomatie française en direction de cette zone particulière. Et quand on dit cette région particulière, aujourd'hui,
plus particulièrement pour ce qui concerne le Maghreb, l'immensité saharienne et l'espace saharien. Et la question saharienne sur le plan politique, c'est le Maghreb, bien entendu, ça fait partie du Maghreb, et ça oblige aussi la France à définir une politique cohérente sur non seulement ce qu'on pourrait appeler le Maghreb entre guillemets, tout ça bien sûr utile du Nord, mais plus fondamentalement le Maghreb dans le sens large, qui est le Maghreb saharien. Et en termes, disons, de définition diplomatique, il faut bien sûr dépasser, à mon sens, le problème des relations et des rapports d'État à État sur le plan bilatéral pour essayer peut-être d'avoir une conception très large sur l'ensemble de la région au plan diplomatique. Bien sûr, la guerre au Mali vient de nous le rappeler incessamment. Voilà. Merci, professeur Benjamin Stora. Je me retourne vers le professeur Khadija Mohsen Finan pour vous poser cette question. Au cours de sa visite au Maroc, François Hollande a à plusieurs reprises exprimé le vœu de voir se construire l'union du Maghreb arabe, d'avoir un bloc, d'avoir un interlocuteur unique pour pouvoir configurer depuis Paris sa politique à l'égard du Maghreb. Est-ce que, professeur Khadija, est-ce que vous sentez ce vœu sincère et qu'est-ce qui empêche sa réalisation ou l'intervention de Paris pour aider à le réaliser ? Oui, merci Mostafa Tossa. Moi, je ne sais pas s'il y a beaucoup de sincérité en politique. Et en tout cas, moi, je n'arrive pas vraiment à la déceler, cette sincérité, parce que je ne sais pas à quel moment les chefs d'État sont sincères ou ne le sont pas. Mais c'est vrai qu'il y a depuis quelques années une tentative de donner un autre cap, si vous voulez, à la politique française et d'avoir aussi une unité en face, de l'autre côté de la Méditerranée. On l'a ressenti avec déjà au moment de la campagne de Nicolas Sarkozy, lorsqu'il voulait revisiter le projet d'union pour la Méditerranée. Et je crois que dans un premier temps, il y avait réellement une conscience et une volonté de dépasser ce qui a été fait en matière de diplomatie, en matière de politique, et de sortir aussi de ce paternalisme qui a été instauré par Jacques Chirac. Alors, évidemment, ça n'a pas donné les résultats escomptés et dès mars 2008, avec la rencontre avec Angela Merkel à Hanovre, on a vu déjà un retour au projet méditerranéen de 95 et de Barcelone. Alors, avec Hollande, il y a probablement la même volonté, mais je dirais que les signaux ne sont pas là. C'est-à-dire qu'en 2011, lorsqu'il y a eu les révolutions, ce qu'on appelle maintenant assez improprement les printemps arabes, on a beaucoup dit qu'il y avait eu un séisme académique, un séisme politique, et on n'avait pas réellement vu de traduction de ce séisme en matière de politique française à l'égard des pays du Maghreb. Y compris dans le bilatéral. Une fois que François Hollande a été élu, il y a eu ces mêmes réflexes et ces mêmes questions qui se sont posées. Où va-t-il aller en premier et quels signaux il va donner ? Donc il est allé effectivement en Algérie, mais auparavant il avait reçu le roi, sur invitation ou pas d'ailleurs, le roi du Maroc. Moi on m'a dit sans invitation, mais peu importe, il avait téléphoné, il avait envoyé son chef de gouvernement et une partie de son gouvernement en décembre au Maroc. Et donc ce genre de précaution, si vous voulez, et de complaisance ne correspondent plus du tout, à mon sens, aux attentes des Maghrébins, qu'ils soient au Maghreb ou qu'ils soient aussi ici en France. Si les politiques n'ont pas changé et si François Hollande continue à avoir les mêmes réflexes et à s'adresser uniquement aux classes politiques, même si la société civile est présente dans les discours, en tout cas au niveau des actes, il n'y a pas de signaux forts qui sont envoyés. Il n'y a pas de signaux tout court. On s'attendait à ce qu'il aille d'abord en Tunisie saluer la révolution, quelle que soit la réaction de certains groupes de Tunisiens à l'égard de la France. Ça ne s'est pas fait. On est revenu à des relations traditionnellement économiques. On est revenu à ces réflexes de Algérie-Maroc. Moi, je ne sais pas dans quelle mesure le président Hollande pourrait rapprocher les deux, puisque on voit les réflexes
des Français sur la question du Sahara occidental sont les mêmes. C'est-à-dire que le Maroc et l'Algérie sont enfermés dans des dogmes, dans des idéologies, et les Français n'essayent pas de sortir de cette idéologie. Ils vont au contraire dans le sens de cette idéologie, avec un soutien inconditionnel, non pas à une position, mais à un pays, et en l'occurrence un pays qui change constamment de position sur cette question. Donc en termes de visibilité pour les Maghrébins, il n'y a pas, à mon avis, de nouveaux signaux qui sont donnés. Et je crois qu'aujourd'hui, au niveau des attentes, il y a des attentes peut-être pas aussi précises que ce rôle attribué au président Hollande dans la réconciliation entre les deux grands du Maghreb, mais en tout cas à une normalisation des relations. Avec un président normal, on peut peut-être avoir des relations normales avec le Maghreb. Merci Khadija Mohsen Finan. Je me retourne maintenant vers Jean-Yves Moistron. Alors, la question, parce que Khadija m'offre une belle transition, est-ce que vous partagez cette forme de pessimisme par rapport à l'incapacité de François Hollande d'agir et d'influencer la relation Maghreb-France, de configurer une politique maghrébine? Et quels sont, à votre avis, les blocages qui lui barrent le chemin et qui rendent difficile une telle mission? Merci de me renvoyer la balle sur une question évidemment extrêmement difficile. Je dois dire d'abord que, en regardant les choses un peu de loin, évidemment la France n'est pas seule dans cette aventure. Elle est engagée, on l'a évoqué à demi-mot, dans une histoire d'une coopération européenne, d'une politique européenne qu'elle a largement contribué à construire à différentes époques. Ça a été vrai pour le processus de Barcelone en 1995. Ça a été vrai aussi dans la période beaucoup plus récente, l'Union pour la Méditerranée. Et il est clair, en tout cas à mes yeux, qu'une politique audacieuse en direction de la région suppose d'abord des moyens, et ces moyens n'existent plus. Et le peu des moyens qui existaient ont été consacrés à deux interventions qui restent extrêmement coûteuses dans la région, l'une en Libye et l'autre au Mali. Donc ça, c'est le premier point. Il y a un élément de blocage structurant, à mon avis, du fait de cette capacité limitée d'intervention, concrètement, et du fait donc que cette politique française en direction du Maghreb doit absolument s'insérer dans un dispositif européen qui, malheureusement, bat beaucoup de l'aile, si je puis dire. Depuis longtemps, des critiques ont été formulées sur le processus de Barcelone, que, effectivement, le président Sarkozy a essayé de modifier, de relancer à travers l'Union pour la Méditerranée, mais on l'a dit très tôt, ce processus lui-même s'est enlisé, et aujourd'hui on se trouve devant un dispositif européen en direction de la région qui, à mon avis, est en train de mourir de sa belle mort, mais au lieu de célébrer dignement son enterrement et de passer clairement à autre chose, finalement, l'Europe, comme la France, fait comme si ça existait encore et donc s'inscrit dans cette continuité. Mais malheureusement, elle n'est plus efficace, elle ne correspond plus à la réalité des changements qui sont intervenus depuis les 2 dernières années. Alors ça, c'est un point important. Et la première chose, c'est que cette politique européenne, eh bien, elle ne s'adresse pas au Maghreb. Elle s'adresse à un concept. Elle est articulée autour d'une notion qu'on appelle la Méditerranée, et donc qui inclut 2 zones, enfin l'ensemble des pays arabes méditerranéens, qui exclut paradoxalement plus ou moins un certain nombre de pays arabes qui sont directement intéressés par le processus, mais qui ne sont pas directement méditerranéens. Et donc ça, c'est un point tout à fait important du fait des connexions que j'ai évoquées tout à l'heure. Le problème maintenant, c'est que cette Union pour la Méditerranée est à bout de souffle. Elle ne correspond plus du tout à la réalité. Et donc il est nécessaire de faire une révolution, de changer radicalement de paradigme sur la façon dont on va engager nos coopérations à plusieurs niveaux avec la zone, mais que cette révolution de paradigme, cette révolution de grands référents qui permettraient de donner un sens à l'action ne sont pas mûrs, alors même que tous les éléments inviteraient à le faire clairement.
Je pourrais vous dire quelques mots en conclusion dans des propositions que j'ai faites pour le Parlement européen sur les redéfinitions de cette politique euroméditerranéenne. Correspond plus du tout à la réalité. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un certain nombre de choses absolument marquantes qui se sont passées, qui ne vous ont pas échappé dans les 2 dernières années, le printemps ou les révolutions arabes, mais aussi peut-être des interventions armées directes dans des pays qui sont voisins ou directement impliqués. Je parle de la Libye, mais aussi ce qui s'est passé dans le nord Mali. Ces interventions militaires, dans ce nouveau contexte, à mon avis, créent pour une dizaine d'années une zone d'instabilité, ou en tout cas ne contribuent pas à stabiliser la région, l'ensemble de la région du Sahel, et donc rendent beaucoup plus compliqué la définition d'une politique française en direction du Maghreb. Mais en même temps, paradoxalement, c'est souvent comme ça que ça se passe dans l'histoire, c'est que le niveau d'insécurité et les problèmes d'insécurité qui se posent dans l'ensemble de la région, du Sahel et du Maghreb, font qu'il y a un besoin vraiment très important, précisément, de redéfinition de ces politiques de coopération, mais qui doivent être envisagées de manière tout à fait différente. Donc, je crois que le premier élément de blocage pour essayer de répondre directement à votre question, c'est simplement la capacité financière d'agir sur la zone. La deuxième, c'est, l'importance que revêt l'ancrage de la politique française dans sa dimension européenne. Même si on a bien insisté, il ne faut pas du tout l'oublier, la dimension bilatérale des relations politiques entre la France et chacun des pays, effectivement, est tout à fait présente. Et donc, c'est ces 2 éléments de blocage qu'il faut revisiter. Alors, je ne sais pas si je commence là-dessus ou on en reparle après. On en reparle après. Je donne la parole maintenant au professeur Nadji Safir, qui est spécialiste de l'Algérie. Et on ne peut pas avoir sur un plateau un spécialiste de l'Algérie et résister au plaisir, voire le devoir de lui poser quelques questions sur ce qui se passe en ce moment en Algérie, sur ce que ça peut changer par rapport à la relation France-Maghreb. On a tous compris que le conflit du Sahara focalise les passions, les tensions et les blocages dans la relation France-Algérie. Quelles sont les perspectives d'évolution de ce dossier, notamment à la lumière des changements que peut connaître cette région, notamment la Tunisie avec le printemps arabe, l'Algérie avec le possible changement de leadership et de management, et le Maroc avec l'ouverture qu'on connaît. De votre point de vue de spécialiste de l'Algérie, que pouvez-vous nous dire sur ce sujet ? Bien, merci. Je pensais dire quelques mots sur le Maghreb, j'y reviendrai à la fin. Bon, en ce qui concerne l'Algérie, moi je ne crois pas qu'il faille s'attendre à des changements fondamentaux. D'une manière ou d'une autre, l'Algérie peut se caractériser à l'heure actuelle comme étant un pays dans lequel fonctionne une économie rentière et dans lequel il y a un consensus rentier très fort autour d'un système politique que, de mon point de vue, on peut difficilement imaginer ébranler sur le court terme. C'est du moins mon évaluation de la situation. Si les changements qui sont intervenus en Tunisie, en Libye, au Maroc et en Égypte aussi d'une certaine façon n'ont pas affecté l'Algérie, c'est que l'Algérie a des caractéristiques très particulières liées à son histoire récente, la crise nouée à la fin des années 80, mais aussi à une politique de redistribution de la rente pétrolière qui, pour l'essentiel, a permis de calmer les revendications. Ceci dit, la société algérienne est une société dynamique. La preuve, c'est qu'il y a actuellement, au moment même où nous parlons, il y a un certain nombre de mouvements sociaux importants, soit de la part de jeunes qui n'ont pas d'emploi ou qui ont des emplois précaires, soit de la part de personnes qui ont un emploi
mais qui contestent leur statut. Donc, de mon point de vue, je ne crois pas que sur le court et le moyen terme, il faille s'attendre à des évolutions, disons, significatives par rapport au dossier qui semble vous préoccuper, c'est-à-dire du Sahara occidental, la question des rapports avec la France. Moi, je crois qu'il y a un certain nombre de constantes qui sont en place, qui sont relativement stables, et je ne pense pas qu'il faille s'attendre à des évolutions soit sous la pression externe, c'est-à-dire une médiation de la part de la France. Je crois que ça serait au contraire tout à fait le genre de médiation qui n'obtiendrait certainement pas les résultats escomptés, et peut-être même à l'inverse. Je crois que ça ne ferait que conforter certaines des positions qui sont exprimées. Donc je crois que sur le court terme, j'insiste sur cet aspect court et moyen terme, je ne crois pas qu'il puisse y avoir d'évolution significative. Par contre, et c'est sur ça que j'aimerais insister, moi je crois que sur le long terme, en fait, on est en présence, et ce n'est pas uniquement le cas de l'Algérie, c'est le cas de tous les pays du Maghreb, je crois qu'on est dans des pays qui sont profondément en crise. Et je crois que c'est cette crise interne qui va constituer l'enjeu des années à venir. Quand on voit les contraintes en matière d'emploi, d'après des calculs de la Banque mondiale, il faudrait créer sensiblement 1 million d'emplois par an au niveau des 5 pays du Maghreb, si on considère l'UMA telle qu'elle existe. Si on voit les contraintes qui s'annoncent en matière de changement climatique, dans tous les scénarios de changement climatique, le Maghreb est directement et fortement concerné. Si on voit les perspectives d'évolution des pays du Sahel, je me suis amusé à calculer les perspectives de population pour les pays du Sahel et les pays du Maghreb. Et les chiffres sont extraordinairement parlants. En 2010, si on prend les 5 pays de l'UMA, tels qu'actuellement définis, il y a sensiblement 88 millions d'habitants. En 2050, il y en aura 114 millions, selon les hypothèses moyennes des Nations Unies. Que se passe-t-il au Sahel? Si on prend le Sahel, entendu au sens large, j'ai pris Sénégal, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad. En 2010, il y a 71 millions d'habitants. En 2050, il y en a 200 millions. Je dis bien 200 millions, je le répète, parce que moi-même, j'ai été surpris lorsque je me suis livré à ces calculs. Je crois qu'à partir de là, on a tous les ingrédients pour des évolutions qui vont être, je dirais pour le moins, assez chaotiques au niveau, de la région. Je crois que ce sont là les grands enjeux qui vont déterminer l'avenir de la région. Et là-dedans, de mon point de vue, la position de la France ne me semble pas du tout déterminante. Moi, je crois que le véritable enjeu, c'est que, et je conclurai sur ça, je pense que nous sommes au Maghreb dans un espace en crise, entre 2 espaces en crise. Le Sahel, c'est évident, et l'Europe, je crois que ça ne se discute pas. Donc, voilà les enjeux de la région. Et là, sur le moyen et le long terme, je crois qu'on va aller vers des évolutions qui risquent de nous surprendre. Merci, professeur Safir, de nous avoir adressé ce portrait qui certainement ne manquera pas de susciter des interrogations et des questions de la part de la salle. Je me retourne donc vers notre dernier intervenant aujourd'hui, c'est le journaliste Youssef Aït-Taqdim. Il est journaliste à Jeune Afrique, donc il est spécialiste du Maroc et de la Libye. Et sur ce dossier-là, j'ai envie de le faire intervenir sur la Libye particulièrement. Il y a eu une intervention militaire française
internationale, mais menée par la France contre la Libye pour faire tomber le régime de Kadhafi. En quoi ce geste fort, historique, participe à construire une politique française à l'égard de cette région? Il est vrai qu'après, il y a eu l'intervention au Mali, pour d'autres raisons, mais ce geste sarkozien à l'égard contre Muammar Kadhafi, en quoi il a construit une forme d'approche française à l'égard de cette région? Merci Mustapha Tossa, merci à l'Institut du monde arabe de s'intéresser à cette question. Avant de répondre sur la Libye, je voudrais tout simplement m'interroger avec vous sur l'intérêt de penser même une politique maghrébine de la France. Finalement, est-ce que ça intéresse grand monde, et à commencer par les acteurs eux-mêmes qui sont censés faire cette politique maghrébine? Est-ce que les Français s'intéressent au Maghreb? Moi, je serais très réservé sur le sujet, sur cette question. J'apporterai pas de réponse définitive parce qu'il me semble qu'il ne faut pas mélanger plusieurs niveaux. Bien sûr, la France, les Français s'intéressent aux Maghrébins de chez eux, parce qu'une bonne partie sont Français. Il y a une communauté, un mélange qui sont rappelés d'ailleurs à longueur de discours, et c'est devenu une banalité. Mais dans la classe politique, le Maghreb reste un grand impensé, reste une énigme, et peut-être par l'effet de l'âge, un effet de génération, le Maghreb intéresse de moins en moins de monde en termes de politique étrangère. On peut trouver de nombreuses raisons, et à partir de des visites présidentielles, en Algérie, au Maroc, et la prochaine qui devrait avoir lieu en mai, dans quelques semaines, à Tunis, on peut déjà apporter des éléments de réponse. Cette politique, aujourd'hui, ne se donne pas de grands dessins. Il n'y a pas de grande bannière de la politique maghrébine de la France. D'ailleurs, interrogeons-nous sur la politique maghrébine et la politique arabe. On a longtemps parlé d'une politique arabe de la France, à la fin du gaullisme, conférence de presse fameuse du général de Gaulle, une politique qui s'est sédimentée avec la présidence Pompidou, et dont je retiens, moi, deux invariantes. Jusqu'à la fin des années 80, jusqu'à la guerre du Golfe, la politique arabe de la France, c'était de maintenir sous couvert de neutralité, de non-alignement, de maintenir une main tendue vers les pays arabes. Et un des éléments les plus importants de cette politique arabe de la France, c'est que la France a fourni des armes à des pays arabes, notamment à l'Irak, jusqu'aux années 80. Et cette politique arabe est devenue la formule qui empêchait tout débat sur le contenu de la politique étrangère française dans la région. C'est-à-dire on se tapait entre droite et gauche, entre intellectuels, pour savoir s'il fallait ou non avoir une politique arabe, ce qui est absurde. Il faut avoir une politique arabe. Mais le fait même de revendiquer une politique arabe était suspect d'hostilité vis-à-vis d'Israël, était suspect de positionnement, on va dire, peu recommandable pour la France. Aujourd'hui, la politique maghrébine de la France, c'est quoi? C'est du business, principalement. Au Maroc, en Algérie, en Tunisie, c'est principalement du business. Il n'y a qu'à voir les délégations qui accompagnent le président français. C'est des hommes d'affaires. Au Maroc, dans la délégation, qui était là, pas nécessairement dans l'avion présidentiel, mais qui accompagnait le président et qui animait des rencontres avec les homologues marocains, il y avait quasiment tout le CAC 40. 36 sur 40 des patrons du CAC 40 vont régulièrement au Maroc animer un club France-Maroc, et on signe des contrats à tout va, et c'est un relais de croissance pour les entreprises françaises en ces temps bien difficiles en Europe. Ça, c'est très important dans la politique maghrébine de la France, si on doit l'appeler comme ça. Donc, il y a comme on pourrait dire, il y a une formule anglo-saxonne, il y a la tentation pour chaque président, pour chaque exécutif français, de faire business
as usual, c'est-à-dire de continuer à maintenir ce qui marche. Et ce qui marche aujourd'hui, c'est les affaires. Et donc, il est très difficile, dans ces paramètres-là, d'avoir une ambition autre, notamment parce que les sociétés évoluent, les sociétés maghrébines elles-mêmes, leurs espaces politiques, sont en train d'évoluer dans des directions qui sont difficiles à comprendre et analyser, même pour les nationaux. Et donc, il est difficile, à distance, depuis Paris, d'élaborer des scénarios, de tirer des projets, parce qu'on ne connaît pas nécessairement tous les intervenants. Je prendrai un exemple, et je n'ai pas beaucoup débordé sur mon temps de parole. Quelle position peut-on attendre d'un gouvernement socialiste, d'une présidence socialiste, vis-à-vis, par exemple, des islamistes marocains ou tunisiens? Comment peut-on imaginer un instant que les socialistes vont se projeter? Alors que déjà, ils ont du mal, par exemple, avec la monarchie marocaine. Ça a été long, il a fallu le double mandat de Mitterrand pour que finalement la gauche s'accommode d'une monarchie. Mais les islamistes, c'est encore plus difficile à saisir pour un socialiste français qu'un roi. Le roi, au moins, il parlait français, il citait Buffon, La Bruyère, des fois il se mélangeait les pinceaux, etc. Il était un intellectuel français, finalement. Hein. Il passait à la télé, il faisait partie de ce qu'on appelait, du temps de la colonisation, c'était un évolué. Hein. C'était quelqu'un qui maîtrisait la langue de l'autre, qui maîtrisait le français, qui pouvait dialoguer tout à fait avec Anne Sinclair. Aujourd'hui, les islamistes, c'est sociologiquement une population qui est différente. La plupart n'ont pas fait d'études en France, ce qui est un énorme changement dans les élites marocaines, pour prendre que l'exemple marocain. Ils ne sont pas dans le même moule des élites qui ont été formées dans les lycées français, qui continuent aujourd'hui d'être un formidable creuset des élites, que ce soit au Maroc, en Tunisie, en Algérie. Et ces islamistes ont même parfois des positions ou des déclarations qui sont hostiles. Je prends pour exemple la réaction des islamistes tunisiens aux propos de Manuel Valls, eux-mêmes sujets à polémique. Et donc, pour un pouvoir socialiste, il y a toutes les raisons du monde de maintenir les relations qui sont déjà, on va dire, en cours, qui sont faciles à appréhender. Et finalement, quand on n'a pas beaucoup d'ambition, on ne risque pas énormément de se prendre des vestes. Voilà. Merci Youssef. Donc juste avant de vous donner la parole pour voir un petit peu quel type d'interrogation ce débat suscite chez vous, Jean-Yves Moisseran se propose justement de répondre au questionnement sur la Libye et sur l'intervention française en Libye. Quel impact a eu cette intervention sur l'approche française par rapport à cette région du Maghreb? Alors donc brièvement, Jean-Yves, avant de passer. Quelques mots seulement pour montrer à quel point on a changé d'époque. L'intervention en Libye, évidemment, met fin à un régime qui a duré 42 ans, qui avait beaucoup de défauts, mais qui avait une qualité, qui était la capacité à gérer et à tenir ensemble une société, on l'a dit très souvent, segmentaire, tribale, qui avait une très forte propension à la fragmentation. Et ce qu'on observe aujourd'hui, un des impacts de cette intervention, c'est évidemment la fragmentation et la très grande difficulté pour les structures étatiques naissantes en Libye de pouvoir reconstituer un ordre politique qui soit transcendant et qui puisse organiser toutes ces forces. Il y a beaucoup de conséquences, mais une conséquence importante, si vous avez suivi l'actualité ces derniers jours, c'est quand même le risque très sérieux de scission de la Libye entre au moins ces grandes régions historiques qui ont été rapprochées, le Fezzan, la Tripolitaine et la Cyrénaïque. Très clairement, aujourd'hui, le pays est quasiment en état de scission. Et cette fragmentation interne au pays, de la Libye, évidemment renvoie à d'autres types de fragmentation qui sont celles du Soudan, qui a été effective pour le coup, mais aussi celles du Nord Mali. Et donc ce qu'on voit se dégager progressivement, c'est, pour aller très vite, une remise en cause des frontières qui sont héritées d'une période et qui est la période coloniale. Or, donc ça nous renvoie, c'est presque la fermeture, enfin disons que c'est une phase historique un peu particulière
qui montre à quel point on est en train de basculer dans une autre époque et qu'on doit, pour redéfinir une politique française en direction du Maghreb, précisément essayer d'accompagner ou de comprendre ces grandes transformations. Il n'est pas sûr que, du fait de nos traditions, de notre rôle absolument important et vital dans la région, du fait de l'importance que peut avoir le soutien d'un certain nombre de pays du Sahel dans le fait que la France reste encore une puissance internationale écoutée parce qu'elle a le soutien d'un certain nombre de ces pays, il n'est pas sûr que, en tout cas, les élites politiques aujourd'hui soient en capacité de penser sereinement ces transformations. Mais il est clair que ces transformations, elles nous posent et elles reposent un certain nombre de reproches que nous fait par exemple l'Algérie sur finalement le tropisme colonial. Vous intervenez en Libye, donc ça rappelle des mauvais souvenirs, où finalement un certain nombre d'intellectuels algériens qui considèrent que l'intervention de la France en direction du Mali est finalement une espèce de colonisation en dernier recours, en deuxième instance, pour permettre à un pays, le sud Mali, de maintenir une fiction étatique sur un autre pays qui serait le nord Mali, chose alors même que le sud Mali n'a pas réussi en 50 ans à constituer un État-nation avec à la fois une société relativement homogène et des frontières stabilisées. Donc c'est très important ce point parce que on est peut-être aussi dans cette phase historique de changement global qui nous renvoie à notre histoire, dans un contexte international aussi où l'Europe n'est plus et cessera de plus en plus d'être une puissance dominante, y compris sur cette zone-là. Et donc évidemment que ces fragmentations nous poussent à repenser ces choix politiques. Merci. Sur la Libye, oui. Puisque je n'ai pas répondu à la question, moi je ne crois pas que la Libye vivent aujourd'hui une rupture fondamentale du point de vue de la formation de l'État. Juste pour rappel historique, parce qu'il ne faut pas parler de choses en l'air, la Libye, en 1951, c'est un nouvel État qui rassemble pour la première fois 3 provinces. C'est un État qui est offert au roi Idriss, avec une très forte implication américaine au tout début de la vie donc, de la Libye indépendante. Il y a un premier cadeau, c'est la Libye, en tant qu'État pas unitaire et qui sera fédéral d'ailleurs dans la première constitution. Deuxième cadeau, c'est le pétrole. Et ces 2 cadeaux continuent aujourd'hui d'avoir, des cadeaux du ciel, continuent d'avoir aujourd'hui des conséquences sur la manière dont s'organise la Libye. La Libye connaît peut-être un renouveau de l'idée fédérale, sachant que l'idée fédérale, c'est un retour à l'enfance pour les Libyens. C'est la période entre 51 et 64 où il y a eu une fédération qui fonctionnait, avec une représentation des intérêts des différentes régions. Donc, comme disait Jean-Yves Moisseron, la Cyrénaïque, c'est la région dont la capitale est Benghazi, avec deux grands pôles, Benghazi et El Baïda. La Tripolitaine, comme son nom l'indique, c'est la région qui va de la frontière tunisienne jusqu'à Sirte, à peu près. Et le Grand Sud, c'est le Fezzan. Moi, je ne pense pas que la Libye, aujourd'hui, provoque pas, non. Je ne pense pas qu'elle représente un risque plus important qu'elle l'était sous Kadhafi. La fiction de l'État qui tenait sous Kadhafi a décidément la vie longue, mais honnêtement, rien ne tenait sous Kadhafi. C'était une situation qui, par nature, était instable. On croit que les choses deviennent instables quand elles s'écroulent, et on découvre a posteriori leur instabilité. En fait, jusqu'à ce que ça s'écroule, tout paraît rouler parfaitement. Mais je ne pense pas que le modèle gaddafiste était un modèle d'avenir qui pouvait apporter une stabilité. J'ai envie de dire la preuve. D'accord. Merci Youssef Aïtredé. Mais donc voilà, une fois qu'on a planté le décor, chacun avec sa sensibilité, son approche, sa manière avec ses mots. Donc si vous permettez, nous allons ouvrir le débat. Nous allons prendre une série de 4 questions si vous voulez. Et après, en fonction de vos interrogations, nos invités vont répondre. Voilà. Mais merci d'être bref, concis et d'aller à l'essentiel. Bonsoir.
et vous présenter si vous permettez. Je ne sais pas s'il y a vraiment intérêt de... Tibaye Kamel, un ponctuel et assidu de l'Institut du monde arabe depuis pratiquement sa création en 1987. Il y a toujours un intérêt à se présenter. Ah bon? Pour ce que vous voyez comme ça. Ouais. J'ai écouté un petit peu les intervenants. Vous avez à peu près chaque intervention se ressemble à celle qui a précédé. On a parlé beaucoup des éléments qui unissent la France et le Maghreb en général, à savoir sur l'aspect économique, l'aspect culturel et l'immigration aussi, parce que ça représente quand même un élément essentiel. Mais il y a un aspect qui n'a pas été soulevé, mais sauf qui a été soulevé par le dernier intervenant, qui est un aspect qui n'est pas nouveau, qui est très ancien d'abord, mais il a surgi ces derniers temps, c'est l'aspect religieux. J'aimerais bien savoir comment la France, aujourd'hui, après les événements qu'ils ont secoués, que ce soit le Maghreb ou que ce soit une partie du Mashrek aussi, comment la France peut intégrer cet élément-là dans ses relations, dans sa politique et dans sa manière pour voir ce qui peut le faire avec le Maghreb. Mais merci, monsieur, pour cette question. On aura l'occasion de répondre tout à l'heure. On prendra une autre question. Voilà, il y a monsieur qui est là. Merci. Bonsoir, je m'appelle Abi Ayad. Je souhaiterais... L'Algérie, actuellement, je pense qu'elle pense à l'après-Bouteflika. Bon, j'espère que vous avez des nouvelles de sa santé. Si vous en avez, vous pouvez bien nous en faire part. Quant à la question, je ne comprends pas pourquoi vous voulez le Maghreb ou la politique de la France au Maghreb. C'est-à-dire, quel est le but? Quels sont les aboutissants? Qu'est-ce que vous voulez derrière? Je ne sais pas. Parce que, on partait sur l'Europe. L'Europe est boiteuse, alors je ne vois pas pourquoi on insiste sur le Maghreb. Réussissez l'Europe, nous serons avec vous. Et derrière, il n'y a pas de souci. Donc, les questions sont vastes et variées. Quand vous parlez de la Libye, c'est déjà un projet américain de faire des pays arabes ce qu'ils appellent l'unité active, donc de les diviser. Ils ont déjà fait en Irak, entre les Kurdes, les sunnites et les chiites. Maintenant, ils vont sur la Libye, il n'y a pas de souci. Mais il y a aussi un autre côté, c'est que, je dirais, la France avait une politique des droits de l'homme. Elle l'a laissé tomber au profit du business. Donc, je dirais, elle s'est américanisée. C'est le but des Américains. Ils parlent business, mais pas politique. Donc, il y a tout ça, tout ce mélange. On voudrait un petit peu un éclaircissement de votre part. Merci. Merci, mais votre question souligne aussi, par la variété de ce qu'elle contient, souligne aussi l'intérêt du sujet. Allez-y, monsieur. Bonjour. J'ai l'honneur de prendre la parole ici au sein de Lima. Donc, j'aimerais poser la question sur la politique de la France à l'égard du Maghreb. Donc, dans cette, au lieu de parler le Maghreb, moi je me retourne sur l'intégration africaine. Cette intégration africaine, est-ce que le Maghreb n'est pas en train de se détacher de son propre continent, de tourner vers l'Afrique, comme si j'entends Monsieur le Président tunisien dire que, oui, que cette, la vision de la Tunisie envers l'Afrique qui lui semble comme une complexe d'infériorité. Et je ne sais pas comment vous voulez en plus demander à l'Europe pardon, c'est la première fois de prendre la parole en public, hein, je précise. Donc, je vous remercie. Mais merci, on a compris votre question. Donc, une dernière, après on revient voilà, il y a la question de monsieur.
Oui, je voudrais vous poser une question un peu provocatrice en matière de le concept de Maghreb même en tant qu'unité. Sachant que, bon, au plan économique, il y a un échec total puisqu'il y a moins de 2%, je crois, d'échanges économiques entre les pays du Maghreb. Sachant que, bon, l'UMA est aussi malheureusement ça c'est un jugement, mais un échec du point de vue de constitution d'une unité politique ou bien loin d'atteindre le niveau d'unification de l'Europe, même si l'Europe politique n'existe pas. Et donc, bien qu'il y ait bien sûr la communauté ancienne, historique, ethnique, et linguistique et culturelle, qu'est-ce qui constitue aujourd'hui une entité comme le Maghreb, ou qu'est-ce qui fait l'unité et la communauté des pays du Maghreb, au sens en tout cas politique et économique surtout? D'accord, donc on a 4 questions, moi je vais les partager à nos invités. D'abord je demanderai à Benjamin Stora de nous répondre sur cette question importante, sur l'aspect religieux, la relation avec ces pays qui était un petit peu... je sais que ça suscite un sourire, mais... c'est un historien et un spécialiste de la région, donc il a forcément un point de vue intéressant. Donc la relation difficile avec la Tunisie, la relation difficile avec ces musulmans du Maghreb. Je demanderai à Khadija Mohsen Finan sur cet aspect, faut-il rester porteur des valeurs de droits de l'homme ou faire du business? Est-ce que faire du business est une honte, d'abord dans une politique d'État? Il faut préciser ça. Je demanderai à notre ami Jean-Yves Moistran sur l'intégration africaine de cette région et une réponse de Nadji Safir sur l'UMA. C'est quoi exactement l'UMA pour répondre à la question de monsieur? Benjamin Stora, à vous l'honneur de cette question sur le changement de rapport avec la religion au Maghreb. D'abord sur la définition de la conférence, de la rencontre de ce soir. C'est la définition de la politique française au Maghreb. Donc si on est là, c'est pour discuter de ça. Dans l'intitulé même de la question, cela ne signifie pas, bien sûr, qu'il y a la volonté pour la France de se substituer à la politique intérieure de chacun des États. Sinon, c'est une vision complotiste. C'est-à-dire on se réunirait tous ici ce soir pour définir comment on va faire pour déstabiliser les États du Maghreb. Bon. Donc ce n'est pas l'objectif ce soir de la rencontre, donc je préfère le préciser. Nous sommes en France pour essayer de réfléchir à la possibilité ou pas de la définition d'une politique française en direction du Maghreb. Voilà, c'est une question de méthode que je pose, bien sûr, dans la mesure où il ne s'agit pas, bien sûr, de se substituer à la définition intérieure de la politique de chacun des États. Deuxième précision sur, disons, les différents types de questionnements qui peuvent exister là-dessus. Il y a effectivement une unité politique de cet ensemble régional qui se fabrique, comme n'importe quelle unité politique, par des volontés politiques nationalistes qui se sont exprimées depuis le début du siècle, pour répondre à votre question et à votre question. C'est-à-dire que ce qui fonde une unité, c'est le fait qu'il y a des projets, des programmes, des hommes qui fabriquent des rêves, des mythes, des mouvements, des organisations, et qui disent « nous allons fabriquer un ensemble politique ». Et ces hommes-là, qui vont de Messali jusqu'à celui qui a résisté pendant la guerre du Rif, disons à la présence coloniale française-espagnole, tous ces hommes-là, Abdelkrim, donc tous ces hommes-là ont eu l'idée politique de faire vivre un ensemble politique. Il faut partir de là. Je veux dire, c'est comme la nation. La nation, c'est une entité politique. Elle est fabriquée, portée par des individus, par des mouvements, des associations, sur la base de la langue, de la religion, de la culture, et qui disent, voilà, nous sommes ensemble, portés par une même histoire longue, et nous allons franchir un seuil et construire un ensemble politique. C'est ça le projet politique de l'Union du Maghreb arabe, tel qu'il a été défini, par exemple, par le Comité de libération du Maghreb arabe, Abdelkrim, Le Caire, 1948, je donne quelques dates de référence, et qui regroupait les principaux dirigeants des partis, du PPA, de l'Istiklal, etc. La conférence de Tanger de 58, jusqu'à la conférence, disons, de 1989, j'ai fait référence tout à l'heure, il y a une volonté politique, par le haut, c'est-à-dire portée par des mouvements, par des associations qui s'inscrivent dans une durée, et qui intègrent, bien sûr, la question religieuse, le facteur religieux. C'est ça qui définit un projet politique, un programme politique.
Mais la question qu'on peut se poser, et qui est une question historique bien sûr, ce projet porté par ces hommes, ces initiateurs, au XXe siècle, dans la première partie du XXe siècle, c'est-à-dire grosso modo jusqu'à la décolonisation et juste après la décolonisation, est-ce que ce projet-là correspond aujourd'hui à la situation des sociétés de cette partie du monde? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. En d'autres termes, aujourd'hui, il y a des sociétés qui ont profondément changé et dans des définitions à la fois linguistiques, culturelles, identitaires et religieuses, et qui ne se définissent pas exclusivement par une opposition à la question coloniale française telle que les initiateurs des premiers mouvements nationalistes le posaient au début du siècle. Par exemple, je prendrai un exemple qui n'était pas à l'ordre du jour pendant 50 ans et qui l'est aujourd'hui, c'est un exemple, c'est la question berbère. L'intitulé même de Union du Maghreb arabe présupposait que la question berbère ne se posait pas. Je veux dire, lorsque les hommes réunis autour d'Abdelkrim en 1948 au Caire ne songeaient même pas à poser cette question, alors que déjà dans le mouvement nationaliste algérien en 48-49, on posait déjà le problème entre guillemets du berbérisme, ce qui était déjà problématique par rapport à la conception qu'on pouvait avoir. Deuxième exemple, la question de l'islam, sur le problème du religieux, ne se posait pas de la même manière dans les années 30, 40, 50, en rapport avec la montée politique du nationalisme arabe, c'est-à-dire le nasserisme, le baasisme, etc., alors qu'aujourd'hui, effectivement, dans des conjonctures, dans des configurations de société très différentes, on a effectivement une montée politique de l'islam qui ne se posait pas dans les mêmes termes dans les années 50, dans les années 40, 50, 60 y compris dans la fabrication des mouvements politiques qui surgissent au lendemain des indépendances, au Maroc avec l'USFP, le FLN algérien, le Destour tunisien, etc., poser un rapport aux religieux qui n'était pas du tout le même que le rapport d'aujourd'hui. Or, c'est fondamental, cette question du changement des rapports. Pourquoi ? Parce que c'est dans les changements politiques portés par les mouvements, qui sont au diapason ou non des sociétés, que se manifeste ou non la transformation des projets politiques, c'est-à-dire l'union du Maghreb arabe. Est-ce qu'on peut le poser dans les mêmes termes qu'on le posait dans les années 50, dans une situation où les trois principaux partis nationalistes ne considéraient pas la question du rapport aux religieux comme essentielle, alors qu'aujourd'hui c'est le cas, qu'on le veuille ou non. Et ce n'est pas une question d'islamisme, ce n'est pas simplement une question de mouvement politique, de l'islamisme, etc. Non, c'est un problème du rapport politique en général à la religion posé par la société. Et donc les mouvements politiques, toutes tendances confondues, sont bien obligés de se poser cette question, par exemple dans l'élaboration des constitutions aujourd'hui. Le débat sur les constitutions aujourd'hui, dans un pays bien sûr comme la Tunisie, est fondamental. Le rapport à la discussion sur la constitution et son écriture en Égypte est fondamental et qui pose la question différemment du rapport aux religieux tel qu'on pouvait se le poser dans les années 50-60. Ce n'est pas du tout les mêmes rapports. Donc pour essayer de répondre à... C'est pour ça qu'il faut de temps en temps aussi se replonger dans la durée, dans l'histoire, pour précisément ne pas rester dans les invariants. Troisième précision, je m'excuse d'être un petit peu long, par rapport au débat sur la question de la Libye. On a deux conceptions, effectivement, qui peuvent, disons, s'affronter, le mot est un peu fort, mais deux conceptions différentes dans le rapport à une situation historique donnée. On peut avoir le regret de la nostalgie d'un État centralisé qui disparaît sous la poussée, disons, des révolutions et qui nous entraîne à une sorte de menace, ou vécue comme telle, de dislocation du lien national et donc de l'État centralisé, ou au contraire, avoir la volonté de revenir à ce qui était antécolonial, c'est-à-dire redécouper des frontières qui ne correspondent pas forcément au fonctionnement des États-nations actuels, ultra-centralisés et jacobins, qui sont des héritages de l'époque coloniale. Donc vous avez à l'intérieur de ces sociétés-là, bien sûr, deux conceptions. Soit la conception qui menace le lien national centralisé, dans sa forme autoritaire y compris autoritaire, et qui est perçue comme telle, comme, disons, une menace ou la volonté de détruire un pays, une nation, etc. Ou au contraire, vous avez la sensation ou la volonté de dire on recompose la société et l'État-nation sur une autre configuration, peut-être beaucoup plus provinciale, celle de province, celle d'une sorte de régionalisation qui peut exister à l'intérieur d'un ensemble plus vaste et cimenté par un autre type de lien que le lien de l'État-nation jacobin autoritaire originel.
c'est deux conceptions qui s'affrontent là. Vous avez deux possibilités, disons, d'interprétation sur ces questions-là. Donc, à partir de là, et je termine là-dessus, bien, la définition d'une politique française est très difficile, disons, à avoir par rapport à ce que disait Khadija tout à l'heure sur le problème des signaux, des symboles, de ce qu'il faut mettre en avant, etc., dans une situation de recomposition politique des nationalismes aujourd'hui et de crise de l'Europe, etc. Mais il faut dire aussi une chose, c'est que la définition politique d'un État se fait toujours en fonction de ses intérêts économiques et de ses intérêts propres. Je ne connais pas personnellement un État qui n'agit pas ou qui ne fonctionne pas en fonction de ses intérêts. Je n'en connais pas. Je veux dire, ou alors il faut me montrer un État vertueux, idéal, qui n'a pas d'intérêt particulier à défendre, pas de frontières à défendre, et qui ne défendrait que les droits de l'homme sur le plan, disons, universaliste, principiel, etc. Donc, tout ça pour vous dire qu'on est dans une situation très très difficile, qui est une conjoncture de double crise, comme disait tout à l'heure Safernacci, qui est très très, très juste, c'est-à-dire qu'on est coincé dans une double crise, crise européenne et crise de redéfinition du lien national, parce que c'est ça la vraie question, c'est la redéfinition du lien national dans les pays du Maghreb et d'une crise du lien national. Et dans ces deux crises-là, on a à chercher la possibilité de construire une relation en termes de symboles forts, et on a à chercher et à réfléchir à la possibilité de dépasser effectivement les barrières, les murs de Berlin, entre guillemets, en Méditerranée, qui interdisent la libre circulation d'une rive à l'autre. C'est ça les enjeux d'aujourd'hui. Voilà, c'est comme ça que je te vois. Merci, Monsieur Stora. C'est toujours un plaisir d'écouter et d'apprécier la pertinence de vos réponses. Oui. Non, c'est moi. Mais on passera à un autre... Oui, mais moi, je suis là pour modérer le débat, donc je ne suis pas comme invité. Une autre occasion, je vous donnerai ma réponse. Alors, je poserai la question maintenant à Khadija Mohsen Finan. Elle a été tout à l'heure question. Est-ce que, justement, transition de ce qu'a dit Benjamin Stora, est-ce que la politique française, la France a longtemps été un emblème des droits de l'homme. Elle a toujours mis les droits de l'homme dans sa besace, dans sa relation avec beaucoup de pays, notamment les Maghreb. Est-ce qu'elle doit le rester ou le fait de faire des affaires l'empêche un petit peu d'être ce qu'elle a toujours été, cette France éternelle revendicatrice des droits de l'homme? Comment ça impacte la politique française à l'égard du Maghreb? Alors moi, je ne sais pas si il faut opposer les droits de l'homme aux affaires. Benjamin Stora vient de le dire, la diplomatie est traditionnellement marquée par l'économie, mais là, nous sommes effectivement peut-être dans une dérive, c'est-à-dire que la diplomatie est marquée, vraiment, véritablement marquée par cette économie et par les affaires. Moi, je me souviens d'un reportage vu à la télévision où on montrait un ambassadeur français qui était en poste en Irak après l'invasion de l'Irak, que je ne sais plus son nom, il était ambassadeur en Tunisie après Boris quelque chose. Boris Boyan. Et on disait, pour vanter les mérites de ce monsieur, qu'il était très dynamique et très actif, et on montrait le nombre d'entreprises qui se sont installées en Irak depuis qu'il est là. Donc il y a véritablement une diplomatie qui est marquée par les affaires. Alors, a fortiori, au Maghreb, la présence de la France au Maghreb, elle a été aussi dominée par cette économie, probablement parce que la France voulait éviter de parler des frontières, elle voulait éviter de parler de politique, elle voulait éviter de paraître colonialiste comme on lui a souvent reproché. Et donc, pour éviter les sujets qui fâchent, elle s'est peut-être aussi abritée dans l'économie. Alors, bien sûr, je ne suis pas dupe, tout ça, ce sont des marchés. Alors, je reviens à ce qu'on a dit. Alors, l'économie, on la retrouve dans le bilatéral, mais on la retrouve aussi dans le projet euro-méditerranéen. Le projet euro-méditerranéen de 1995 et qu'on a voulu corriger en 2007, son problème aussi, c'est qu'on a voulu détacher l'économie et le développement du reste, c'est-à-dire du politique et c'est-à-dire des sociétés civiles ou des sociétés tout court. Alors, le problème, c'est que ce bilan a été fait plus d'une fois. Combien de fois en 2007 ce bilan a été fait? En 2008, ce bilan a été fait
Et après 2011, on se retrouve exactement avec les mêmes travers. C'est-à-dire l'économie, les chefs d'entreprise qui s'en vont en grand nombre et qu'on voit à la télévision aux 20h, etc. Et tout ça, ça montre qu'effectivement, on est resté sur ce tropisme. Alors ça m'amène à parler d'autre chose qui a été évoquée tout à l'heure, peut-être une mauvaise connaissance aussi de ce Maghreb tel qu'il a évolué. Et ça indique aussi, ça donne des indications sur les surprises de la France. D'abord, à ne pas voir véritablement venir le soulèvement et d'autre part, si vous voulez, à ne pas peut-être à être surprise par le résultat des élections dans ces pays-là. Là où il y a eu des élections libres et transparentes, les islamistes sont arrivés à la tête des gouvernements ou du pouvoir. Alors là, effectivement, les universitaires, les chercheurs n'ont pas du tout été surpris. Pas du tout par ce résultat. Ce sont les acteurs politiques qui ont été surpris et la surprise a été relayée et peut-être amplifiée par les journalistes. Ça veut dire que nous avons 3 mondes finalement en France qui ne sont pas véritablement en lien. Quand on dit que la France n'a pas du tout travaillé sur ce qui se passait dans le monde arabe et qu'elle a été surprise par le soulèvement et les révolutions de 2011, oui et non. Tous les aspects, si vous voulez, ont été étudiés par les chercheurs, que ce soit les médias, que ce soit les jeunes, que ce soit le chômage, que ce soit les régions à l'intérieur du pays qui ne constituaient pas la vitrine. Tout ça, l'autoritarisme, évidemment, c'est le lien avec les politiques et le lien entre ces questions qui n'a pas été fait. Et non seulement il n'a pas été fait, et on s'en est rendu compte en 2011, mais on en reste au même constat aujourd'hui et à son manque de traduction dans la politique. Donc je pense que c'est ce détachement de l'économie et du développement qui fait défaut beaucoup plus que la question des droits de l'homme qui aurait disparu. Merci Khadija. Donc je passe à notre ami Jean-Yves Moissouran sur alors l'intégration africaine. Donc l'intervention française au Mali a remis beaucoup de lumière et a focalisé notre attention sur le rapport de cette région Maghreb-Afrique. Il y a des reproches. Pourquoi faire une fixation sur l'Europe? Pourquoi le Maghreb ne devrait pas voir un petit peu ses arrières africaines et repenser sa relation avec l'Afrique? Peut-être ça serait beaucoup plus profitable pour lui. Comment la politique française peut faciliter ça, peut recréer ce schéma, si on veut parler de schéma? Je ne pense pas que la politique française va essayer de favoriser un décrochage du Maghreb de l'Europe pour favoriser une intégration africaine. Ce serait contre ses intérêts. Premier point, d'abord vous avez tout à fait raison de dire que tout ce qui se passe actuellement transforme la géographie. Dans une revue comme Maghreb-Mashrek, par exemple, on est obligé de se poser de la question de l'Azawad, par exemple, et d'autres régions où il y a des fragmentations et de redéfinir les frontières. Je ne suis pas sûr que les enjeux soient décisifs là sur la question de l'intégration africaine. Ce qu'on observe, pour aller très vite, c'est qu'on a au nord européen un processus d'intégration économique et politique qui bat un peu de l'aile, mais qui est quand même un progrès spectaculaire si on la voit dans l'histoire du XXe siècle. Une tentative d'intégration de l'UMA qui est un échec, que ce soit sur le plan politique ou sur le plan économique, et un processus d'intégration africaine. Là encore, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais il faut savoir de quelle intégration africaine on parle. Est-ce qu'on parle de la zone franc en Afrique, etc. Est-ce qu'on parle du Sahel, du soutien politique d'un certain nombre de pays sahéliens à la France, etc. Donc je ne veux pas rentrer dans ce débat, mais on voit très clairement qu'il y a des strates différentes en termes d'intégration. Par contre, ce qui se passe, et ce qui me semble absolument décisif, si on essaye de se replacer pour nous, dans nos intérêts français et européens, dans la période longue, c'est que très clairement, on est à une période de changement dans le monde tripolaire qui est en train de se construire. Il y a vraiment, on change d'époque, c'est-à-dire l'époque de la domination occidentale sur le monde est en train de se terminer, malheureusement pour nous. Et si elle va peut-être perdurer pour les États-Unis, pour nous, la question est plutôt, on est plutôt sur la pente décadente.
Et toute la question, c'est de savoir comment sauver les meubles et comment redéfinir une politique dans ce contexte. Sachant que la zone du Maghreb, mais aussi l'Afrique, est de plus en plus tiraillée par des intérêts qui vont en direction du Sud, mais aussi en direction de l'Est et de l'Ouest, si je puis dire, et que finalement, si on regarde dans les programmes politiques, notamment d'Ennahda, vous voyez que la priorité européenne qui était jusqu'à présent affichée dans la politique étrangère d'un pays comme la Tunisie est rétrogradée presque à la 5e position. C'est-à-dire que l'enjeu européen apparaît, enfin l'Europe apparaît finalement comme une espèce à la fois de zone d'altérité, de zone un peu étrangère, et la Méditerranée elle-même, le socle, le référentiel principal sur lequel était fondée la politique euro-méditerranéenne, apparaît pour ce qu'il n'a pas cessé d'être, c'est-à-dire n'est précisément pas un référentiel pour les pays du sud de la Méditerranée. Mais ça apparaît. Je reviens sur ce point. Toute la politique euro-méditerranéenne est fondée sur un mythe, celui de la Méditerranée, qui est un concept, un référentiel qui est certainement opératoire pour nous du Nord dans notre histoire coloniale, et ça remonte jusqu'à l'Empire romain, si je puis dire, mais ça s'est activé historiquement précisément à la fin du XIXe siècle. Mais pour le monde arabe, la Méditerranée en tant que telle, certes, ça a pu être instrumentalisé pour obtenir quelques subsides, mais ça n'a jamais constitué un référent culturel capable de mobiliser une énergie et capable de dire oui, nous sommes méditerranéens. En tout cas, en dehors des élites du monde arabe, je peux vous dire que dès que vous avez passé les frontières du Caire, plus personne ne se sent vraiment méditerranéen. Donc ce qui apparaît clairement aujourd'hui, c'est une double réalité. Vous avez raison de pointer sur la question religieuse, parce que le concept de Méditerranée, dans notre dialogue avec le Maghreb, tente à effacer plusieurs dimensions. La dimension religieuse et, à mon avis, la dimension arabe, berbère, mais la dimension culturelle. En gros, quand on dit « vous êtes méditerranéen comme nous », on dit « en tout cas, vous n'êtes pas musulman, vous n'êtes pas arabe et on ne sait pas très bien si vous êtes berbère ». Or, qu'est-ce que nous apprend le printemps arabe ? Ça fait ressurgir précisément ces deux dimensions qui sont le référent religieux et l'attachement au nationalisme dans ses formes diverses. Donc, clairement, si on veut redéfinir une politique maghrébine pour la France, il faut changer de paradigme. Et il me semble que, en tout cas, même si on ne peut pas revenir à un dialogue euro-arabe tel qu'il a été inventé il y a plus de 30 ans, il faut repositionner nos concepts sur la vraie réalité. Et ça permettra justement d'éviter ce que vous avez pointé, c'est-à-dire la profonde ignorance que l'on a du monde arabe, de l'islam en général, de ses religions, de ses particularismes, etc. Donc, et ça permettra ensuite, à partir de là, de refonder, à mon avis, une politique de coopération qui serait fondée sur ce qu'on sait faire et ce qu'on peut faire. Et dans cette maison, ça prend un sens particulier, en particulier les questions de sécurité, mais aussi les questions de culture. Merci Jean-Yves. Donc j'arrive à la 4e question qui est celle de l'humain. Ce corps étrange, ce fantasme rêvé par beaucoup mais qu'on n'arrive pas à réaliser. Une fois que vous nous aurez présenté sa structure, mais brièvement, moi je prolonge la question. Quel intérêt a la France aujourd'hui d'avoir en face d'elle une union du Maghreb arabe ? Est-ce qu'il y a un intérêt économique, stratégique, sécuritaire ? Est-ce que vous pouvez, professeur Safir, nous parler de ça ? Bien. En ce qui concerne l'humain, je crois que l'esquisse historique a été présentée par Benjamin, je n'y reviendrai pas. Mais je dirais que le fondement de l'humain, c'est tout simplement le principe d'intégration économique régionale qui fonctionne dans le monde entier. Tout simplement parce que, je dis bien dans le monde entier, et je vais vous donner quelques chiffres. Tout simplement parce qu'il y a un principe de base, c'est celui des économies d'échelle. Si vous devez produire 1 million d'unités et si vous devez produire 100 000 unités, ce n'est pas du tout la même chose. À l'heure actuelle, dans toutes les régions du monde, toutes, des processus d'intégration économique sont en œuvre. La région la plus attardée dans le domaine,
c'est le Maghreb. Je vous donne quelques chiffres, très rapidement. Le commerce intermaghrébin représente actuellement 2 à 3% des échanges des pays de la région. Il représente 60% au sein de l'Union européenne, 22% pour les pays de l'ASEAN, 20% pour les pays du Mercosur, 30% pour les pays de la SADC, notre ami africain, et 20% pour les pays de la CEDEAO. La situation du Maghreb est absolument aberrante. Je dis bien aberrante. Tout le monde se pose la question. Pourquoi on en est là? Alors évidemment, il y a des explications essentiellement historiques, politiques, le blocage autour de la question du Sahara, mais la conséquence, elle est simple. C'est que au moment où nous parlons, comme je le disais tout à l'heure, le Maghreb est un espace en crise et il est évident qu'aucun des pays maghrébins pris seul n'a aucune chance de s'en sortir. Ça, c'est une évidence. Donc nous sommes en train d'assister actuellement à 5 processus, enfin en tout cas de mon point de vue, nous assistons à 5 processus de suicide collectif. Voilà la réalité. Alors, vous me dites pourquoi la France a intérêt. La France a intérêt, je dirais, on parle business, encore que pour le business, il faudrait aussi parler chiffres. Moi, dans la perspective de cette réunion, j'ai apporté avec moi le rapport de la Banque de France pour l'année 2011 sur les investissements français à l'extérieur. Alors, j'ai le pourcentage sur 100%, le Maroc représente 0,4%. Alors que l'Angola représente 1,8%. Vous me direz, il y a le pétrole en Angola, bien sûr. Le Brésil représente 5,4%. Le Nigeria 2,8%, etc. Donc, il faut beaucoup, beaucoup relativiser le Maghreb. On parle business, bien sûr, nous, on a l'effet de loupe. On voit ça à notre petite échelle, mais resitué à l'échelle mondiale, c'est assez marginal. Donc, pour revenir à la question de savoir quel est l'intérêt de la France, et je dirais en fait c'est l'intérêt de l'Europe. L'Europe a son temps à demander une intégration maghrébine. Les États-Unis, qui avaient pris plusieurs initiatives, dont la fameuse initiative Eisenstadt, c'est tout simplement avoir un marché, avoir une relative stabilité, une sécurité pour les investissements. Mais de mon point de vue, aucune intervention extérieure, ce qui nous ramène à votre première question, n'est en mesure de peser sérieusement. Moi, je crois que les enjeux sont des enjeux internes. Le jour où les peuples de la région auront compris que c'est comme ça qu'ils s'en sortiront, eh bien, ils créeront les conditions politiques pour qu'il y ait un processus d'intégration. Merci, professeur Safir, pour cette réponse très claire. On va reprendre 2 questions parce qu'on me dit qu'il nous reste 10 minutes, donc on va reprendre 2 questions. Après Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, je ne vous vois pas. Ouais. Ah oui. Ici. Oui, allez-y. Allez-y. Bonsoir, je m'appelle Slimani Oussama. Alors moi j'ai une question qui nous concerne ni la France, encore moins la politique. C'est ce que pensent les peuples maghrébins. En tant que jeune franco-algérien, moi quand je regarde l'Union maghrébine, d'ailleurs le professeur vient de donner les chiffres, ils sont aberrants. Deuxièmement, je prends pour exemple la Ligue arabe. La Ligue arabe dont fait partie l'Algérie, le Maroc, tous les pays du Maghreb. Elle n'a aucun poids politique, aucun poids économique, ni financier, aucun poids, quoi. Et donc je voudrais, en tant que jeune franco-algérien, je ne vois pas l'intérêt d'avoir une union maghrébine forte, si ce n'est pour juste gaspiller et encore gaspiller l'argent de ce peuple, du peuple maghrébin. Et juste une dernière remarque, je voudrais juste rappeler que le Maroc et l'Algérie font partie de l'Union maghrébine, mais que leurs frontières terrestres sont fermées. C'est pour vous donner une idée de la qualité de l'Union maghrébine et de sa superpuissance.
Merci, Voilà. merci beaucoup. Donc, j'aimerais bien avoir des questions de femmes. C'est pas normal que... Voilà. Allez-y, madame. Oui, je vous passe la parole juste après. Oui. Excusez-moi. Je reviens juste au parallélisme qui a été fait concernant la diplomatie et l'économie. Malheureusement, on n'a pas d'économiste dans le panel, mais c'est pas grave. Peut-être pas. Excusez-moi. Donc la question est dans cet axe-là. L'économie de l'Union du Maghreb arabe le commerce intermaghrébin ne dépasse pas 2%, comme vous l'avez dit. Mais est-ce que vraiment la question du Sahara occidental est le problème principal qui fait ce blocage économique? Ou bien est-ce que les orientations stratégiques des économies de chaque pays constituent une certaine concurrence entre ces pays dans le sens où ils produisent les mêmes choses et ils sont tous orientés vers l'Union européenne. Donc est-ce que la France, finalement, vous avez très bien expliqué dans quel sens elle a intérêt à ce que l'Union fonctionne, c'est-à-dire un marché stable, mais dans quelle mesure elle serait capable d'influencer cette réorientation de l'économie de chaque pays pour justement arriver à cette union. Donc, merci beaucoup pour votre question. On prendra la question de madame, s'il vous plaît. Merci beaucoup, merci pour ce partage d'informations. Moi, je voudrais peut-être une question essentielle qui, me semble-t-il, a traversé un peu les interventions de Benjamin Stora et de Jean-Yves Moisseron. C'est quand Jean-Yves Moisseron parle des transformations profondes qui sont actuellement au Sahel et quand on parle du champ, donc, de la profondeur stratégique à la fois du Sahara et du Sahel. Et c'est vrai qu'il faut peut-être lier toute cette région. Quand Jean-Yves Moisseron parle des transformations profondes qui sont un véritable séisme qui est apporté par la guerre au Mali, on n'a qu'à voir qu'aujourd'hui, par exemple, il y a une tentative de coup d'État au Tchad. On a vu ce qui se passe actuellement donc, en Tunisie. C'est vraiment l'information, c'est l'actualité. Donc c'est une transformation profonde qui pose peut-être la question, n'y a-t-il pas un risque de déconnexion donc, de la diplomatie française par rapport au Maghreb lui-même? Quand Benjamin Stora parle de cette montée en fait, de la question religieuse, et quand on sait qu'au Mali, c'est quand même la lutte contre les djihadistes. Donc là, il y a un problème de fond qui se pose. Si on a un essaimage de l'islam dans tout le Maghreb, et si donc la France est là pour justement lutter contre le djihad, est-ce qu'il n'y a pas un risque demain de déconnexion entre les deux rives de la Méditerranée, entre donc ces deux régions? Je crois quand même que ça, c'est une inflexion profonde à laquelle il faut penser. Bon, c'est bien le business, tout ça, mais j'ai l'impression que tout ça, c'est du conjoncturel, alors que par rapport aux inflexions profondes qui sont en train, vous en avez parlé, Monsieur Moisseron, je crois que c'est tout à fait ça, ces séismes qui sont en train de se produire, toutes ces couches tectoniques qui sont en train de changer, est-ce que demain, ce n'est pas une déconnexion par rapport aux deux rives de la Méditerranée? Voilà, merci beaucoup. Merci madame. Donc les réponses qui vont être données maintenant vont être aussi sous forme de conclusion. On va terminer ce débat. J'espère qu'il vous aura apporté des éclairages nécessaires. Donc moi je commencerai par Youssef. La question du jeune tout à l'heure qui ne semble pas croire déjà au mythe de l'unité maghrébine. Quelle réflexion son intervention a suscité chez vous? On ne peut pas vraiment lui en vouloir. Hein. Ça fait, non mais c'est vrai, ça fait aujourd'hui quasiment 25 ans que cette union tarde à donner des fruits. Donc on peut tout à fait comprendre le scepticisme que provoque aujourd'hui même la simple évocation de l'union du Maghreb arabe. Sur les chiffres que donnait Naji, je pense qu'en effet, il faut se rendre compte de la spécificité maghrébine. En effet, le commerce est très faible, l'intégration économique est très faible, et pourtant, les constats ont été faits dès 2005-2006. Il y a eu 2 rapports dont je conseille la lecture, ne serait-ce que des executive summary à toute notre audience aujourd'hui. Il y a eu un rapport de la Banque mondiale et un rapport de la Commission économique pour l'Afrique en 2005-2006 qui expliquent de manière assez convaincante les gains qu'occasionnerait une union maghrébine. Et ils sont formidables et avec des grandes surprises. Aujourd'hui, quand on parle d'union maghrébine, on a tendance à dire
puisque l'Algérie dispose de réserves de change, puisque l'Algérie bénéficie des cours très élevés du pétrole aujourd'hui, l'Algérie n'a rien à gagner d'une intégration économique. Or, c'est totalement faux. De toutes les économies du Maghreb central, donc Algérie, Tunisie, Maroc, c'est l'économie algérienne qui retirerait le gain le plus important d'une intégration économique totale, c'est-à-dire ouverture des frontières, union douanière et intégration économique, accord de libre-échange. Ça, c'est déjà une surprise, on va dire, des chiffres par rapport aussi à nos préjugés. On a énormément de préjugés. Aujourd'hui, il est vrai que l'Algérie est en position économique de force dans la région. C'est la puissance économique de la région. On oublie de le dire, mais le PIB algérien, pour une population à peu près équivalente à la population du Maroc, est plus de 2 fois supérieur. Et donc, l'Algérie a, par exemple, remboursé intégralement sa dette extérieure. L'Algérie peut se permettre de prêter de l'argent à FMI. Donc, il y a aussi peut-être une fiction de la puissance, on va dire, économique algérienne qui est apportée par la conjoncture. Et là, je partage l'analyse que faisait la dernière intervenante sur le poids du conjoncturel dans l'explication des tendances qui sont plus lourdes et qui demandent peut-être un peu plus d'attention. Moi, pour conclure, je voulais simplement rapporter une anecdote. Lors de la visite présidentielle du président François Hollande au Maroc, il y a eu un moment où je me suis rendu compte, comme je le disais tout à l'heure, du manque d'intérêt pour le Maghreb au sein de mes confrères. Je ne m'exclus pas de ce manque d'intérêt, je ne suis pas en train de taper sur les confrères, mais j'ai quand même été surpris par la méconnaissance de simples références culturelles, quand par exemple le président Hollande lui-même a fait semblant de découvrir une formule qui appartient, je pense que Benjamin Stora reconnaîtra, et qui appartient vraiment à la base c'est le Petit Marocain illustré. C'est la première page du Petit Marocain illustré, c'est gouverner, c'est pleuvoir. Formule célèbre du Maréchal Lyautey pour expliquer la forte dépendance de l'économie et de l'agriculture à la pluviométrie. Tous mes confrères français se sont amusés à faire l'analyse d'un bon mot du président Hollande qui aurait inventé une nouvelle formule et qui aurait détourné gouverner, c'est prévoir, etc. Or, je pense tout journaliste sérieux des années 60-70 connaissait cette référence. C'est gouverner, c'est pleuvoir. Oui, gouverner, c'est pleuvoir. Et tout le monde essayait d'analyser, de faire l'exégèse de cette explication en oubliant l'essentiel. Deuxième anecdote, et qui expliquera pourquoi, peut-être on n'a pas eu l'occasion d'en parler, l'importance du conflit au Sahara occidental. Le président Hollande a donné un très beau discours, c'est mon avis personnel, au Parlement marocain, où il a parlé de beaucoup de choses. Il a parlé de la relation franco-marocaine, il a parlé de l'expérience coloniale en des termes très distanciés et assez audacieux. Il a parlé de laïcité, au Parlement marocain, il a parlé de laïcité, en disant que c'était une valeur essentielle en France et qu'elle permettait le mieux vivre. Et à un moment, quand il s'est agi d'aborder la question du Sahara occidental, le président qui prenait des libertés avec le texte, qui paraphrasait, qui interchangeait les paragraphes, s'est arrêté. Et il a lu, mot pour mot, son texte. C'est-à-dire il a pas pris de risque. Il a lu mot pour mot la déclaration qui, bien sûr, réaffirmait le soutien français à la proposition marocaine crédible et sérieuse pour l'autonomie au Sahara, etc. Et là, tout d'un coup, au moment finalement le plus prévisible de ce discours, le Premier ministre, donc le chef du gouvernement, s'est levé, suivi par tout le gouvernement, tout le Parlement, et finalement, tout le monde a applaudi pendant 2 bonnes minutes, une belle standing ovation, Moustapha Tossa était là, et c'était tout ce qu'on voulait avoir. Et donc, pour conclure, peut-être que la politique maghrébine de la France est un sujet passionnant, mais je dirais qu'il ne faut pas en attendre plus que ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire toutes ces complexités, toutes ces apories, et aussi toutes ces facilités, à la fois conceptuelles, de langage, et puis de l'habitude. Et les habitudes, on le sait,
ont des fois tendance à nous emmener vers là où on n'aimerait pas être. Merci. Merci beaucoup. Donc, pour revenir à la problématique de l'UMA, donc je donnerai la parole à Benjamin Stora puis à Khadija. Alors, blocage Sahara occidental ou orientation stratégique différente? Est-ce que c'est parce qu'on a deux systèmes politiques économiques différents, marocain libéral, l'Algérie longtemps socialiste et dirigiste, qu'on arrive à ce blocage, ou bien il y a autre chose? Donc, je ne répondrai pas directement à cette question. Je dirais que pour conclure et pour poursuivre ce qui vient d'être dit sur le problème de l'intérêt ou du désintérêt ou de l'éloignement ou pas entre les deux rives de la Méditerranée, c'était une des questions soulevées. Je dirais que malheureusement, pour qu'il y ait rapprochement ou manque d'éloignement, il faut aussi plus de connaissances de l'un par rapport à l'autre. Or, moi, je prendrai aussi un exemple. Ça a été fait là à l'instant sur des exemples de discours. Je prendrai un exemple, c'est, vous savez, quand il y a eu 1 an d'exercice du pouvoir de François Hollande, il y a eu, dans la presse française en particulier, toute une série de récapitulatifs dans Le Monde, dans Libération, dans Le Figaro, où on passait en revue, disons, tout ce qui a été fait, tout ce qui n'avait pas été fait, et par parenthèse, surtout tout ce qui n'avait pas été fait, surtout dans la télévision française. Mais il y avait quelque chose dans tous ces récapitulatifs que j'ai regardés avec une très grande attention. Il n'y avait rien sur le discours d'Alger prononcé par François Hollande qui reconnaissait les exactions commises par la France au temps colonial, rien sur la reconnaissance par la France sur les massacres à Paris du 17 octobre 1961, qui étaient 2 prises de position à caractère politique, historique et culturel considérables. Ça n'a été mentionné nulle part, dans aucun, disons, récapitulatif de la presse française. Je prends ces 2 exemples qui m'intéressent particulièrement, en tant qu'historien, bien entendu, et qui prouvent tout l'éloignement et le désintérêt, à la fois politique, culturel et historique, qu'a la classe politique et journalistique française par rapport à des questions qui intéressent directement les populations maghrébines, directement. Et là, on est loin, effectivement, du business, de l'économie ou autre, et donc des signaux qui avaient été émis sur ce terrain-là et qui sont totalement passés sous silence. Alors on peut invoquer, bien sûr, les accélérations d'actualité, l'immédiateté, l'instantanéité, la loi du spectacle, tout ce qu'on connaît à propos, disons, de l'information d'aujourd'hui et les mises en scène des 20 heures chaque soir comme des sortes de dramaturgie télévisuelle. Bien sûr, on sait tout ça, mais quand même, dans 1 an d'exercice, disons, du pouvoir politique et sur des mesures qui concernent directement le passé colonial de l'histoire française et que tout le monde a d'ores et déjà oublié, passé par pertes et profits, ça nous dit à quel point on a tout un effort à faire pour ce qui concerne d'autres aspects touchant à la question de l'immigration, touchant à la question de l'islam, touchant à la question des populations maghrébines ici en France ou de l'autre côté de la Méditerranée. Donc on mesure là, à travers ces quelques exemples, tout le travail académique, universitaire, intellectuel, journalistique qu'il faut accomplir aujourd'hui en France pour commencer à définir une politique maghrébine de la France, ne serait-ce qu'en termes de symboles historiques, en termes de symboles. Parce que c'est très important, les symboles qui sont adressés, les signaux qui sont adressés de l'autre côté de la Méditerranée, ils passent par l'histoire, aussi par l'histoire. Je ne dis pas que c'est la chose exclusive, mais ça passe par l'histoire parce que ça fait appel au vécu des sociétés, à leur imaginaire, et c'est un ressort essentiel. Et si ce ressort-là est mis de côté, alors évidemment, on ne pourra pas définir, disons, une politique française en direction du Maghreb sous un angle immédiatement perceptible et cohérent. Alors évidemment, on peut aussi parler, pour ce qui concerne le reste du monde arabe, la question palestinienne ou autre. Bon, je ne peux pas m'attarder sur toutes ces questions-là, mais ce sont là des signaux politiques, des signaux symboliques qui définissent une politique. Or, ces signaux-là, il faut non seulement les émettre, mais lorsqu'ils sont émis, il faut aussi le dire et le rappeler. Parce que si on ne le rappelle pas, ils se perdent. Merci, docteur Benjamin Stora. Donc, Khadija, un dernier mot, j'espère plus bref, pour permettre... Oui, très rapidement. Qu'est-ce qui bloque au niveau de l'Union du Maghreb, arabe ou pas arabe d'ailleurs? Est-ce que c'est le Sahara ou est-ce que c'est tout le reste, l'incompatibilité entre les régimes, l'hégémonie, la volonté de domination? Mais en réalité, la question du Sahara, elle est faite de tout ça. C'est un point de cristallisation entre les tensions, si vous voulez, des tensions entre les 2 grands du Maghreb. Donc effectivement, ce n'est pas le Sahara ou le reste, c'est tout le reste qui constitue la question du Sahara. Mais
je crois que ce qui a été dit et qui me paraît très intéressant par Youssef Tartim, c'est que finalement les classes dirigeantes françaises qui se sont succédées se sont réappropriées en fait l'idéologie sur cette question du Sahara occidental. C'est-à-dire que François Hollande peut plaisanter de tout, il peut parler de tout librement, il peut parler de la laïcité, qui est un sujet extrêmement difficile et délicat dans un pays où où la tête du gouvernement est entre les mains des islamistes, et pas du tout du Sahara, où là, il est obligé de lire sa feuille. D'abord parce qu'il adopte les lignes rouges du Maroc, et c'est très grave. Et d'autre part, parce que ça montre que cette question, et ça j'en suis convaincue, n'a pas été pensée, ni au niveau politique, ni au niveau académique. Et il y a, et je le dis en connaissance de cause, ici en France, zéro débat sur la question. Donc, au niveau journalistique aussi, il n'y a pas de connaissances, et donc on est tous obligés de prendre la feuille et de lire. Je ne sais pas qui a rédigé cette feuille, mais celui qui a rédigé cette feuille, il a les lignes rouges du Maroc et il a les lignes rouges de l'Algérie. Et donc on se ferme totalement à la connaissance de ce sujet. Voilà. D'accord. Merci Khadija Mohsen Filan. Donc, votre conclusion, Jean-Yves, surtout sur le risque de déconnexion évoqué par Madame tout à l'heure. Je crois que le risque de déconnexion est effectivement bien réel. Si on se promène aujourd'hui en Tunisie, on a le sentiment effectivement que la perspective européenne, c'est considérablement éloigné. Vous avez raison de parler de plaques tectoniques. Je ne vais pas y arriver. Mais c'est parce que ça situe bien les rapprochements et les éloignements dans le temps long, avec en même temps des forces structurantes qui sont difficiles à faire bouger. Mais pour nous, Européens, encore une fois, c'est fondamental. Dans ce monde tripolaire, avec qui on s'allie et avec qui on continue à avoir une voix qui va porter dans le monde dans 20 ans, dans 30 ans. C'est clair que, il me semble qu'avec le monde arabe et avec le monde africain, on a un certain nombre de ressorts civilisationnels, par exemple le fait que la santé ne soit pas totalement une marchandise, que l'on ne partage pas avec d'autres espaces concurrents. Et donc, sur le rôle de l'État, sur l'importance de la solidarité, sur un certain nombre de points fondamentaux, en tant qu'Européens, nous avons une histoire qui résonne dans le monde arabe et qui résonne en Afrique. Et sur ces éléments-là, eh bien, on peut constituer un certain nombre de programmes. Alors, ça reste tout ça à inventer, mais qui nous permettront, nous, Européens, de ne pas être totalement fragmentés et de ne pas nous enfoncer dans la crise que vous évoquiez, qui fera que, dans 20 ans, eh bien, nous n'aurons plus vraiment droit au chapitre. Un des éléments qui me tient particulièrement à cœur, c'est aussi celui de l'ignorance. Je suis, depuis 20 ans, consterné par le degré d'ignorance de nombre de responsables politiques qui doivent décider de choses fondamentales dans les relations avec le monde arabe et qui ne connaissent pas ce que tout enfant de 7 ans dans le monde arabe sait. Donc quand on parle de référents, de signaux qui sont envoyés, encore faut-il que ces signaux soient perçus. Et pour être perçus, il faut qu'il y ait une intelligence minimum des référents culturels, idéologiques, historiques, des gens avec qui on prétend vouloir dialoguer. Mais ça n'est pas réalisé. Je vous assure que, simple anecdote pour terminer, j'ai participé à des séminaires d'experts, à des projets d'expertise pour l'Union européenne. L'Union européenne a envoyé 50 experts dans le monde arabe pour réviser l'ensemble des systèmes statistiques. 50 experts. Quand pensez-vous qu'ils les ont envoyés? Pendant le Ramadan. Merci Jean-Yves. Alors vraiment le dernier mot, Monsieur Safir, donc le dernier mot pour conclure en 2 minutes, parce qu'on doit... Oui, uniquement quelques mots pour conclure. Je pense que l'essentiel a été dit. Ce sur quoi j'aimerais insister, c'est les risques de marginalisation de l'ensemble de la région, Maghreb, Europe, dans un monde qui de plus en plus va être dominé par l'Asie. Moi, je pense qu'il faut en être conscient
les chiffres que j'ai cités tout à l'heure à propos des investissements directs étrangers français au Maroc parlent d'eux-mêmes. C'est-à-dire que quand on parle de politique française à l'égard du Maghreb, il faut être conscient qu'il y a une politique française au même moment en direction d'autres espaces dans le monde qui est bien plus dynamique, qui a bien plus d'ambition. Et je conclurai en disant tout simplement qu'en fait, les enjeux, de mon point de vue, sont d'abord des enjeux internes. Moi, je ne crois pas que la France puisse influer sur la politique algérienne ou sur la politique marocaine. Je crois que ce qui changera les choses au niveau de la région, ça sera la volonté des peuples, et peut-être que nous ne sommes pas à l'abri de surprises comme celles que nous avons eues en Tunisie un certain décembre 2010. Voilà. Merci beaucoup, professeur Safir. Je vous remercie d'être venu. On arrive à la fin de ce débat. J'espère qu'il a participé à éclairer votre lanterne, à nourrir votre réflexion et à vous pousser à réfléchir davantage sur cette thématique très importante. Merci et au plaisir de vous rencontrer une autre fois.